Bonsoir. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Sentez le poids de la journée s'évaporer, laissant place à une quiétude profonde. Ce soir, nous n'allons pas compter les moutons, mais les galaxies. Nous allons voyager bien au-delà de notre ciel nocturne jusqu'aux premiers instants de l'existence. Nous avons tous cette image d'un univers vaste, infini et fondamentalement le même partout. Une tapisserie cosmique tissée avec les mêmes fils, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. Et si cette idée, si réconfortante, était fausse, si notre univers avait une direction privilégiée, une sorte de sens du poil cosmique, une cicatrice laissée par sa naissance, c'est le voyage que je vous propose ce soir. Une exploration du plus grand mystère de la cosmologie moderne, une anomalie si étrange et si dérangeante qu'on l'a surnommée l'axe du mal. Préparez-vous à découvrir pourquoi notre univers est, peut-être, merveilleusement et profondément asymétrique. Pour comprendre ce mystère, nous devons d'abord nous accorder sur ce que nous pensions savoir. Imaginez l'univers comme un océan sans fin. Le principe cosmologique, qui est le pilier de notre compréhension, nous dit que cet océan est homogène et isotrope. Cela signifie simplement qu'il a la même composition partout et qu'il a le même aspect dans toutes les directions. Que vous nagiez vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, sur des milliards d'années-lumière, vous rencontreriez toujours la même sorte de goutte d'eau, les galaxies. Cette idée est essentielle. Elle est la base des équations de la relativité générale d'Einstein appliquée à l'ensemble du cosmos. Pour vérifier cette idée, les scientifiques se sont tournés vers le passé le plus lointain. Ils ont cherché à voir l'univers non pas tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était à ses débuts. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, une lumière fossile, l'écho du Big Bang. On l'appelle le fond diffus cosmologique. C'est une lueur micro-ondes, invisible à nos yeux, qui baigne tout l'espace. C'est la plus vieille photographie de l'univers que nous posséderons jamais, prise alors qu'il n'avait que 380 000 ans. À cette époque, il n'y avait ni étoiles, ni galaxies, juste une soupe chaude et dense de particules et de lumière. Cette photo devait être la preuve ultime de l'uniformité de l'univers, et elle l'était, à première vue. Mais en y regardant de plus près, avec des instruments d'une sensibilité inouïe, les astronomes ont trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une fissure dans le miroir parfait de la création. Notre voyage commence par une visualisation. Imaginez que vous tenez entre vos mains une sphère de cristal. Cette sphère représente le ciel tout entier, vu de la Terre. À l'intérieur, au lieu de voir des nuages ou des motifs fantaisistes, vous voyez une carte thermique. C'est une mosaïque de taches subtiles, bleues et rouges. Les zones bleues sont infiniment plus froides, les zones rouges infiniment plus chaudes. La différence est minuscule, de l'ordre d'une partie pour 100 000. Cette carte, c'est celle du fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile. C'est l'image de l'univers bébé. Selon nos théories, la distribution de ces taches chaudes et froides devrait être complètement aléatoire, comme si quelqu'un avait jeté une poignée de sable coloré sur une toile, sans intention, sans direction, le hasard pur.
C'est ce que prédit la théorie de l'inflation cosmique. Cette phase d'expansion fulgurante, juste après le Big Bang, qui a étiré l'univers pour le rendre plat et uniforme. Chaque mesure, chaque observation devait confirmer cette symétrie fondamentale, cette absence totale de direction privilégiée. C'était la pierre angulaire de notre modèle cosmologique standard, un modèle qui a connu un succès phénoménal pour expliquer tout ce que nous voyons, de la formation des galaxies à l'abondance des éléments chimiques. Le fond diffus cosmologique devait être le joyau de la couronne, la preuve irréfutable que nos idées étaient incorrectes. Pendant des années, nos télescopes, comme le satellite COBE dans les années 90, nous ont donné une image floue de cette carte, mais une image qui semblait confirmer l'aléatoire attendu. L'univers paraissait bien se comporter selon les règles que nous avions établies pour lui. Mais la technologie progressait, et avec elle, notre capacité à voir les détails les plus fins de cette première lumière. Un nouveau satellite, plus puissant, plus précis, se préparait à être lancé. Son nom était WMAP, la sonde d'anisotropie micro-ondes Wilkinson. Personne ne se doutait à l'époque que ce que WMAP allait révéler ne serait pas une simple confirmation, mais le début d'une énigme qui hanterait les cosmologistes pendant des décennies. La sphère de cristal que nous imaginions, cette relique de la création, contenait un secret, un ordre caché sous le voile du hasard, une structure à grande échelle que personne n'avait prédite et que, encore aujourd'hui, personne ne peut expliquer de manière satisfaisante. C'est le calme avant la tempête, le moment de sérénité où tout semble encore simple, avant que la complexité du réel ne vienne frapper à la porte de nos certitudes. Au début des années 2000, le satellite WMAP, en orbite silencieuse à 1,5 million de kilomètres de la Terre, a commencé à cartographier le ciel avec une précision sans précédent. Jour après jour, il balayait le cosmos, collectant les photons micro-ondes qui voyagent vers nous depuis plus de 13 milliards d'années. Les données s'accumulaient, formant une image de plus en plus nette de l'univers primordial. L'équipe scientifique, sur Terre, traitait ce flot d'informations, impatiente de dévoiler la carte la plus détaillée jamais réalisée du fond diffus cosmologique. L'excitation était palpable. Ils s'attendaient à voir les minuscules fluctuations de température, les germes des futures galaxies, distribués de manière parfaitement aléatoire, comme la théorie le prévoyait. L'analyse mathématique de cette carte se fait en décomposant l'image en différentes échelles, un peu comme on décomposerait un son complexe en ses notes fondamentales. On appelle cela une décomposition en harmonique sphérique ou multipôle. Les premiers multipôles, le dipôle, le quadrupôle, l'octopôle, décrivent les plus grandes structures sur la carte, les motifs qui s'étendent sur tout le ciel. Le dipôle, la plus grande structure de toutes, était déjà connue. Il montre un côté du ciel légèrement plus chaud et un côté légèrement plus froid. Mais il s'explique très bien. C'est simplement dû au mouvement de notre propre galaxie à travers l'espace. Nous nous déplaçons vers les zones plus chaudes et nous nous éloignons des zones plus froides. C'est un effet Doppler, rien de mystérieux. Les scientifiques ont donc soustrait ce dipôle de la carte pour révéler les fluctuations intrinsèques à l'univers lui-même. C'est là que la surprise est apparue.
le deuxième et le troisième multipôle, le quadrupôle et l'octopôle, qui représentent des motifs à très grande échelle, n'étaient pas aléatoires. Ils étaient étrangement alignés l'un avec l'autre. Imaginez que vous regardez les vagues à la surface d'un étang. Vous vous attendez à voir des ondulations complexes et désordonnées. Mais à la place, vous voyez deux grands systèmes de vagues, parfaitement parallèles, traversant l'étang dans la même direction. C'est ce que les scientifiques ont vu. Pire encore, cet alignement semblait pointer dans une direction particulière du ciel, une direction qui, par une coïncidence troublante, se trouvait être proche du plan de notre propre système solaire, l'écliptique. La belle symétrie attendue était brisée. L'univers semblait avoir une direction privilégiée, un axe. Et c'est là que le terme axe du mal est né. Non pas parce qu'il est maléfique, mais parce qu'il est diaboliquement difficile à expliquer et qu'il menace de faire s'effondrer les fondations de la cosmologie moderne. La découverte de cet axe a provoqué une onde de choc silencieuse dans la communauté scientifique. La première réaction, la plus saine et la plus rationnelle, fut le scepticisme. L'explication la plus probable n'était pas que l'univers était fondamentalement asymétrique, mais que les scientifiques avaient fait une erreur. Peut-être que le satellite WM-AP lui-même avait un défaut. Un instrument mal calibré, un artefact électronique qui aurait créé cette illusion de structure. Ou peut-être que l'erreur ne venait pas du satellite, mais de notre propre maison, la Voie lactée. Notre galaxie est remplie de poussière et de gaz qui émettent également des micro-ondes. Pour voir le fond diffus cosmologique, les scientifiques doivent très soigneusement nettoyer la carte en soustrayant toute cette pollution lumineuse locale. C'était un processus incroyablement complexe. Et s'ils avaient mal fait ce nettoyage, si une partie de la structure de notre propre galaxie avait été laissée par erreur dans la carte finale, créant ainsi cet alignement artificiel, c'était une hypothèse crédible, surtout que l'axe semblait pointer vers une direction non loin du plan de notre système solaire. Les équipes ont donc passé des années à revérifier leurs calculs, à affiner leur modèle de la Voie lactée, à chercher la moindre faille dans leur analyse. Ils ont utilisé différentes méthodes pour nettoyer les données, espérant voir l'anomalie disparaître. Mais elle persistait. À chaque nouvelle publication des données de WMAP, avec plus de temps d'observation et une meilleure précision, l'axe du mal était toujours là, imperturbable. Il semblait être une caractéristique réelle du ciel, pas une illusion. Le doute a alors commencé à s'installer. Et si le problème n'était ni dans l'instrument, ni dans l'analyse, mais dans nos théories elles-mêmes? Et si le principe cosmologique, cette idée si élégante d'un univers isotrope, était tout simplement faux? C'est une pensée vertigineuse. C'est comme découvrir que la boussole sur laquelle vous avez toujours compté n'indique pas un nord arbitraire, mais une direction qui a une signification profonde et inconnue. L'univers n'était peut-être pas un océan calme et uniforme, mais un fleuve avec un courant faible et subtil, mais un courant bien réel. Cette possibilité a ouvert la porte à des spéculations et à des théories audacieuses.
repoussant les limites de notre imagination et nous forçant à reconsidérer la nature même de notre réalité cosmique. Face à la persistance de cette anomalie, la communauté scientifique a tourné ses espoirs vers un nouvel observatoire spatial, encore plus puissant. Lancé en 2009 par l'Agence spatiale européenne, le satellite Planck était une merveille de technologie. Ces instruments étaient beaucoup plus sensibles que ceux de WMAP, capables de mesurer les variations de température du fond diffus cosmologique avec une précision inégalée et sur une plus large gamme de fréquences. L'un des objectifs principaux de Planck était de trancher, une fois pour toutes, la question de l'axe du mal, grâce à sa sensibilité accrue et à sa capacité à mieux distinguer le signal cosmologique de la pollution de notre propre galaxie. Planck devait soit faire disparaître l'anomalie, la reléguant au rang d'artefact instrumental ou d'erreur d'analyse, soit la confirmer de manière irréfutable. L'attente fut longue. Pendant des années, le satellite a scruté le ciel, accumulant une quantité de données phénoménale. En 2013, les premiers résultats sont tombés. Le monde de la cosmologie retenait son souffle. La carte du fond diffus cosmologique, publiée par la collaboration Planck, était d'une beauté et d'une clarté à couper le souffle. Elle confirmait avec une précision spectaculaire de nombreuses prédictions du modèle standard. Mais qu'en était-il de l'axe du mal? La réponse fut à la fois une déception et une source d'excitation intense. Planck a confirmé l'anomalie. L'alignement du quadrupôle et de l'octopôle était bien là. Il était statistiquement encore plus significatif que dans les données de WMAP. L'hypothèse d'une erreur instrumentale de WMAP était donc écartée. Deux instruments totalement différents, construits par des équipes différentes, observant à des époques différentes, voyaient la même chose. De plus, Planck a révélé d'autres anomalies à grande échelle, comme une différence de puissance statistique entre les deux hémisphères du ciel et un point froid, anormalement grand et vide. C'était comme si l'univers, à très grande échelle, n'était pas aussi lisse et aléatoire qu'il aurait dû l'être. La confirmation par Planck a transformé l'axe du mal d'une curiosité intrigante en l'un des plus grands défis de la physique moderne. Il ne s'agissait plus de savoir si l'anomalie existait, mais pourquoi elle existait. La porte était désormais grande ouverte aux théories exotiques et aux nouvelles idées sur la nature de l'univers. La solution ne se trouvait pas dans nos instruments, mais bien dans le cosmos lui-même, ou peut-être dans les failles de notre compréhension. Maintenant que l'existence de l'axe du mal est solidement établie, comment pouvons-nous essayer de le comprendre? Les théories se divisent en deux grandes catégories. La première est que l'anomalie est réelle, mais qu'elle est causée par des phénomènes physiques que nous n'avons pas encore pris en compte. Peut-être que la structure de l'univers, à très grande échelle, n'est pas une sphère parfaite. Imaginez que l'univers soit légèrement étiré, comme un ballon de rugby, ou aplati, comme une crêpe. Une telle anisotropie globale de la géométrie de l'espace-temps pourrait, en théorie, imprimer un motif particulier sur le fond diffus cosmologique, créant une direction privilégiée. C'est une idée fascinante, car elle signifierait que l'expansion de l'univers depuis le Big Bang n'a pas été la même dans toutes les directions. Une autre piste
explorent des modèles de physique plus exotiques. Par exemple, des théories impliquant des champs d'énergie supplémentaires au début de l'univers ou des modifications de la gravité à grande échelle. Certains physiciens ont même proposé que l'axe du mal pourrait être la signature d'une topologie non triviale de l'univers. Cela signifie que l'univers pourrait être fini, mais sans bord, un peu comme la surface d'un donut. Si vous voyagez assez longtemps dans une direction, vous pourriez revenir à votre point de départ. Une telle structure pourrait créer des motifs répétitifs et des alignements étranges dans le fond diffus cosmologique, car nous verrions plusieurs images de la même région de l'espace primordial. C'est une idée qui semble sortie de la science-fiction, mais elle est prise au sérieux par les cosmologistes. Elle implique que notre univers visible ne serait qu'un motif répété dans un espace plus grand et plus complexe. Chaque nouvelle théorie est une tentative de préserver l'essentiel de notre modèle cosmologique, tout en expliquant cette anomalie têtue. C'est un exercice d'équilibre délicat, un jeu intellectuel où il faut ajouter de nouveaux ingrédients à nos équations, sans contredire les milliers d'autres observations qui, elles, fonctionnent parfaitement avec le modèle standard. Chaque hypothèse est testée, confrontée aux données de Planck, poussée dans ses derniers retranchements. Pour l'instant, aucune n'a réussi à expliquer de manière convaincante l'ensemble des anomalies observées à grande échelle. Le mystère reste entier. La deuxième grande catégorie de théories pour expliquer l'axe du mal est encore plus audacieuse. Elle suggère que l'anomalie n'est pas une caractéristique de notre univers seul, mais la conséquence de quelque chose qui s'est passé avant le Big Bang ou de l'interaction de notre univers avec d'autres. C'est ici que nous entrons dans le domaine spéculatif mais fascinant du multivers. Une des idées les plus populaires est celle de la collision de bulles. Imaginez que le multivers est un bain moussant cosmique, où chaque bulle est un univers avec ses propres lois physiques. Notre Big Bang ne serait alors que la naissance d'une de ces bulles. Il est possible que, très tôt dans son histoire, notre bulle d'univers soit entrée en collision avec une autre. Cette collision cosmique aurait pu laisser une sorte de bleu, une cicatrice sur la fabrique de notre espace-temps. Cette cicatrice, étirée par l'expansion cosmique, pourrait se manifester aujourd'hui comme une direction privilégiée, un axe aligné avec la direction de l'impact. L'axe du mal serait alors une relique, non pas de la naissance de notre univers, mais d'un événement encore plus ancien et plus grandiose. Une autre hypothèse, liée à la théorie des cordes, est celle des brânes. Dans ce cadre, notre univers à 3 dimensions spatiales ne serait qu'une membrane flottant dans un espace à plus de dimensions. D'autres brânes, d'autres univers, pourraient exister parallèlement aux nôtres. L'attraction gravitationnelle de ces univers voisins, ou même des collisions passées entre brânes, pourraient influencer la structure de notre propre cosmos et créer l'asymétrie que nous observons. Ces idées sont incroyablement difficiles à tester. Elles relèvent pour l'instant plus de la métaphysique que de la physique expérimentale. Cependant, elles ont le mérite de montrer à quel point l'axe du mal nous force à penser en dehors de la boîte, à imaginer des scénarios qui redéfinissent ce que nous entendons par univers. L'anomalie pourrait être la première preuve observationnelle
bien que très indirecte, que nous ne sommes pas seuls dans le paysage cosmique, que notre réalité fait partie d'une structure bien plus vaste et plus complexe. C'est une perspective qui inspire à la fois l'humilité et l'émerveillement. Notre univers, avec son axe mystérieux, pourrait être comme un grain de sable sur une plage infinie, portant la marque de la vague qui l'a déposé là. Au-delà des théories complexes sur la géométrie de l'espace ou le multivers, l'existence de l'axe du mal nous oblige à revisiter un principe philosophique encore plus profond, le principe copernicien. Nommé d'après Nicolas Copernic, qui a déplacé la Terre du centre de l'univers, ce principe stipule que nous, les humains, n'occupons pas une place privilégiée dans le cosmos. La Terre n'est pas le centre du système solaire. Le Soleil n'est pas le centre de la galaxie. Et notre galaxie n'est qu'une parmi des milliards d'autres. C'est une idée d'humilité qui a été un moteur puissant du progrès scientifique. Le principe cosmologique, qui postule que l'univers est le même partout, est l'extension ultime de ce principe copernicien. Il affirme qu'aucun lieu ni aucune direction n'est spéciale. Mais l'axe du mal vient semer le doute. Il suggère qu'il existe une direction privilégiée dans l'univers. Et, par une coïncidence qui laisse perplexe, cet axe semble être étrangement aligné avec le plan de notre propre système solaire, l'écliptique, le plan dans lequel les planètes, y compris la nôtre, orbitent autour du Soleil. La probabilité que cela soit une pure coïncidence est faible, de l'ordre de 1%. Cela ne signifie pas que le système solaire est au centre de l'univers. L'axe du mal est un phénomène qui s'étend sur tout le cosmos observable. Mais cet alignement est troublant. Est-ce que cela remet en question le principe copernicien? Est-ce que cela suggère que notre coin de l'univers a quelque chose de spécial qui nous permet d'observer cet axe d'une manière particulière? C'est une question extrêmement délicate. La plupart des scientifiques pensent qu'il s'agit d'une coïncidence statistique, un hasard malheureux. D'autres se demandent si cela ne pourrait pas pointer vers une contamination locale que nous ne comprenons toujours pas. Et une poignée de chercheurs osent explorer des idées plus radicales, où notre position dans l'univers ne serait pas si banale après tout. Quelle que soit la réponse, cette coïncidence nous rappelle que nous observons toujours l'univers depuis notre point de vue unique. Nous ne pouvons pas nous extraire de notre position pour avoir une vue d'ensemble objective. Notre réalité est toujours filtrée par notre localisation. L'axe du mal est peut-être un rappel cosmique de cette subjectivité, un avertissement contre l'arrogance de croire que nous avons tout compris. Il nous invite à la prudence et à l'humilité, les deux qualités les plus importantes pour tout explorateur de l'inconnu. Alors, que signifie concrètement cette asymétrie pour l'univers dans lequel nous vivons? Si l'axe du mal est réel, cela ne change rien à notre vie de tous les jours. La gravité fonctionne toujours de la même manière. Le soleil se lèvera toujours à l'est. La symétrie est un phénomène à très, très grande échelle, visible uniquement dans la lumière la plus ancienne de l'univers. Cependant, sur le plan cosmologique, les implications sont profondes. Si l'univers a une direction privilégiée, cela pourrait avoir influencé la façon dont les plus grandes structures se sont formées. Les amas et superamas de galaxies ne seraient peut-être pas distribués de manière complètement aléatoire, mais pourraient
présenter un léger alignement avec cet axe cosmique. C'est une prédiction que les astronomes tentent de vérifier en cartographiant la position et l'orientation de millions de galaxies. Les résultats sont pour l'instant contradictoires et débattus, mais certaines études suggèrent qu'un tel alignement pourrait exister. Imaginez un champ de blé balayé par un vent constant. De loin, le champ semble uniforme, mais en y regardant de plus près, on voit que toutes les tiges sont légèrement penchées dans la même direction. De la même manière, les galaxies et les amas de galaxies pourraient être les tiges de blé de l'univers se penchant subtilement dans la direction du vent primordial. De plus, l'existence d'une asymétrie fondamentale pourrait avoir des conséquences sur d'autres mystères de la physique, comme la nature de l'énergie noire ou de la matière noire. Ces composantes mystérieuses qui dominent le contenu énergétique de l'univers pourraient-elles être liées à cette rupture de symétrie? Peut-être que l'énergie noire n'est pas une constante cosmologique uniforme, mais une sorte de champ qui a une direction, une polarité. Pour l'instant, ce ne sont que des spéculations, des pistes de recherche pour les physiciens théoriciens. L'axe du mal agit comme un phare dans la nuit, guidant les chercheurs vers de nouveaux territoires inexplorés. Il leur dit que le modèle standard, aussi brillant soit-il, est incomplet. Il manque une pièce au puzzle, une pièce qui concerne les fondations mêmes de l'espace et du temps. C'est un défi, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire. C'est dans ces fissures, ces anomalies, que la science progresse le plus. Chaque mystère est la promesse d'une compréhension plus profonde et plus belle de la réalité. En plus de l'alignement du quadrupôle et de l'octopôle, les données de Planck ont confirmé une autre anomalie étrange et potentiellement liée, le point froid du fond diffus cosmologique. C'est une région du ciel, dans la constellation de l'Éridan, qui est anormalement grande et anormalement froide par rapport aux fluctuations de température moyenne. Si les fluctuations étaient purement aléatoires, comme le prédit le modèle standard, la probabilité d'avoir une telle tache froide par hasard est très faible, moins d'1%. Pendant longtemps, les astronomes ont pensé que ce point froid pouvait être expliqué par un phénomène appelé l'effet Sachs-Wolf intégré. L'idée est que si la lumière du fond diffus cosmologique traverse une très grande région vide de l'espace, un supervide, elle perd un peu d'énergie et nous apparaît donc comme plus froide. Les astronomes ont donc cherché un supervide massif dans la direction du point froid. Et ils en ont trouvé un. Le supervide de l'Éridan est l'une des plus grandes structures connues de l'univers, une région de plusieurs centaines de millions d'années-lumière de diamètre, contenant beaucoup moins de galaxies que la moyenne. Le problème, c'est que ce supervide, aussi grand soit-il, n'est pas assez vide pour expliquer toute l'intensité du point froid par l'effet Sachs-Wolf. Il ne peut expliquer qu'environ 10 à 20% de la baisse de température observée. Le reste demeure un mystère. Certains scientifiques se demandent si le point froid pourrait être lié à l'axe du mal. Bien qu'ils ne soient pas parfaitement alignés, ils font tous deux partie de ces anomalies à grande échelle qui défient le modèle standard. Une théorie particulièrement fascinante est que le point froid pourrait être, tout comme l'axe du mal, la cicatrice d'une collision entre notre univers bulle
et un autre univers dans le cadre du multivers. Le point froid serait littéralement la marque de l'impact, une région où l'énergie a été aspirée lors de la collision. C'est une idée hautement spéculative, mais elle a l'avantage d'offrir une explication potentielle à deux anomalies majeures en même temps. D'autres hypothèses envisagent des textures cosmiques, des défauts dans la structure de l'espace-temps, laissés par des transitions de phase au début de l'univers. Quoi qu'il en soit, le point froid, tout comme l'axe du mal, nous murmure que l'histoire de l'univers est peut-être plus complexe et plus riche en événements que notre récit standard ne le laisse supposer. Il est une fenêtre ouverte sur une physique inconnue, un indice pointant vers de nouvelles lois de la nature qui attendent d'être découvertes. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? L'axe du mal, ainsi que d'autres anomalies à grande échelle, comme le point froid, reste l'un des plus grands mystères non résolus de la cosmologie. Malgré des décennies de recherche et l'analyse des données des satellites les plus précis jamais construits, nous n'avons pas de réponse définitive. La situation est à la fois frustrante et excitante. Frustrante, parce que l'anomalie résiste à toutes les tentatives d'explication conventionnelle. Elle semble se moquer de nos modèles les plus chers. Excitante, parce que c'est précisément ce genre de situation qui annonce les grandes révolutions scientifiques. C'est lorsque les données contredisent obstinément la théorie que nous sommes obligés de faire des sauts conceptuels, d'inventer de nouvelles idées, de repousser les frontières de la connaissance. L'avenir de la recherche sur ce sujet passe par plusieurs voies. D'une part, les cosmologistes continuent d'analyser et de réanalyser les données de Planck, cherchant des effets systématiques subtils qui auraient pu être manqués. D'autre part, de nouveaux télescopes au sol et dans l'espace sont en train de cartographier la distribution des galaxies à grande échelle avec une précision sans précédent. Des projets comme le Dark Energy Survey, DSI, ou le télescope spatial Euclide nous donneront une carte en 3 dimensions de l'univers beaucoup plus détaillée. En étudiant la distribution et l'alignement de milliards de galaxies, les scientifiques espèrent trouver une confirmation indépendante de cette asymétrie cosmique. Si les galaxies elles-mêmes montrent une direction privilégiée qui correspond à l'axe du mal, alors l'hypothèse d'une anomalie purement statistique ou d'un artefact dans les données du fond diffus cosmologique sera définitivement écartée. Sur le plan théorique, les physiciens continuent de développer de nouveaux modèles. Ils explorent les conséquences de géométrie cosmique alternative, les signatures possibles d'un multivers ou des théories de la gravité modifiée. Chaque modèle fait des prédictions qui pourront être testées par les futures observations. C'est un dialogue permanent entre la théorie et l'expérience, un processus lent et méticuleux qui, petit à petit, nous rapproche de la vérité. L'histoire de l'axe du mal est une formidable leçon d'humilité. Elle nous rappelle que l'univers n'a aucune obligation de se conformer à nos attentes, à notre sens de l'esthétique ou de la simplicité. Il est ce qu'il est, avec ses bizarreries et ses mystères. Et notre rôle, en tant qu'être curieux, est d'accepter cette complexité et de continuer à poser des questions, même si les réponses nous obligent à abandonner nos certitudes les plus profondes.
Imaginons un instant l'univers comme une immense œuvre d'art, une peinture abstraite qui s'étend à l'infini. Le modèle cosmologique standard décrirait cette œuvre comme une toile peinte par la technique du dripping, où des gouttes de peinture ont été jetées au hasard pour créer un motif complexe, mais statistiquement uniforme. Il n'y aurait pas de haut, pas de bas, pas de direction intentionnelle. L'axe du mal, dans cette métaphore, serait comme la découverte d'un coup de pinceau. Un long, subtil, mais indéniable coup de pinceau qui traverse toute la toile. Il suggère une intention, une direction, une rupture dans le hasard pur. Il nous dit que l'artiste, l'univers lui-même, n'a pas seulement jeté de la peinture, mais a aussi, à un moment donné, guidé son geste. Cette prise de conscience change complètement notre perception de l'œuvre. Elle n'est plus simplement le fruit d'un processus aléatoire, mais porte la marque d'une histoire, d'un événement particulier. La question qui se pose alors est: quel est cet événement? Était-ce un geste initial, avant même que la peinture ne soit jetée? C'est l'idée d'une structure pré-Big Bang. Ou était-ce un événement extérieur qui a maculé la toile alors qu'elle était encore fraîche? C'est l'idée d'une collision avec un autre univers? Ou peut-être que la toile elle-même n'est pas plate, qu'elle est tendue sur un cadre légèrement tordu, ce qui a obligé la peinture à couler dans une certaine direction. C'est l'idée d'une géométrie globale, anisotrope. Chaque hypothèse nous offre une nouvelle façon de regarder la peinture cosmique. Elle nous invite à chercher d'autres signes, d'autres coups de pinceau cachés dans les détails. Ce mystère a une qualité presque philosophique. Il touche à la nature même de la réalité et à notre place en son sein. Si l'univers n'est pas parfaitement symétrique, cela le rend-il moins beau? Ou au contraire, cela lui donne-t-il un caractère, une personnalité? Dans l'art, ce sont souvent les petites imperfections, les asymétries, qui donnent vie et âme à une œuvre. Un visage parfaitement symétrique est souvent perçu comme étrange, sans vie. Peut-être en est-il de même pour le cosmos. Peut-être que cette asymétrie fondamentale n'est pas un défaut, mais la signature même de son existence, la condition nécessaire à l'émergence de la complexité, des galaxies, des étoiles, et finalement, de la vie. L'axe du mal, loin d'être une anomalie maléfique, pourrait être la clé de notre propre existence, la preuve que nous vivons dans un univers intéressant, un univers avec une histoire à raconter. Cette asymétrie cosmique, cette directionnalité cachée de l'espace-temps, peut sembler être un concept abstrait, une curiosité pour physiciens qui n'a aucune incidence sur notre perception du monde. Et pourtant, elle résonne avec une question bien plus fondamentale, celle de la flèche du temps. Pourquoi le temps s'écoule-t-il toujours dans la même direction, du passé vers le futur? Pourquoi nous souvenons-nous du passé, mais pas du futur? C'est l'un des plus grands mystères de la physique. La plupart des lois fondamentales de la nature, de la gravité à l'électromagnétisme, sont symétriques par rapport au temps. Elles fonctionnent aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Pourtant, à l'échelle macroscopique, le temps a une direction claire, définie par l'augmentation de l'entropie, le passage de l'ordre au désordre. L'explication habituelle est que l'univers a commencé dans un état de très faible entropie, un état
très ordonné lors du Big Bang et qu'il évolue depuis vers un état de désordre croissant. Mais pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état si particulier? C'est une question qui reste sans réponse. L'axe du mal, en suggérant que l'univers primordial n'était pas parfaitement symétrique et aléatoire, pourrait-il offrir une nouvelle piste? Pourrait-il y avoir un lien entre l'asymétrie spatiale de l'univers et son asymétrie temporelle? C'est une idée très spéculative, mais certains physiciens explorent cette connexion. Si le Big Bang n'était pas un commencement absolu, mais une transition depuis un état antérieur, peut-être un univers en contraction, alors la structure de cet univers parent aurait pu imprimer une directionnalité à la fois dans l'espace, l'axe du mal, et dans le temps, la flèche du temps. L'axe du mal serait alors la manifestation spatiale d'un processus fondamental qui a également mis le moteur du temps en marche dans une direction spécifique. Dans cette perspective, l'univers ne serait pas seulement un fleuve qui coule dans une certaine direction spatiale, mais ce courant spatial serait intimement lié au flux inexorable du temps lui-même. Notre expérience du temps qui passe, ce sentiment si intime et si universel, pourrait avoir ses racines dans la même asymétrie cosmique qui a aligné les premières fluctuations de température il y a 13,8 milliards d'années. C'est une pensée vertigineuse qui relie l'infiniment grand à notre conscience la plus intime, la structure du cosmos, à l'écoulement de nos propres vies. Une autre grande énigme de la cosmologie est la question de l'antimatière. Selon nos théories, le Big Bang aurait dû produire des quantités parfaitement égales de matière et d'antimatière. Or, l'univers que nous observons est presque exclusivement composé de matière. L'antimatière a disparu. Que lui est-il arrivé? C'est le mystère de la symétrie matière-antimatière. Pour l'expliquer, les physiciens pensent qu'il doit y avoir eu, dans les tout premiers instants de l'univers, une très légère différence dans les lois de la physique, s'appliquant à la matière et à l'antimatière. Cette différence, appelée violation de la symétrie, CP, aurait favorisé la matière, conduisant à la survie d'un petit excédent de particules de matière pour chaque milliard de paires matière-antimatière qui se sont annihilées. Cet excédent infime constitue aujourd'hui tout ce que nous voyons, les étoiles, les planètes et nous-mêmes. Nous sommes les survivants d'une grande annihilation primordiale. Le problème était que la violation de la symétrie CP que nous avons mesurée dans nos accélérateurs de particules est beaucoup trop faible pour expliquer la quantité de matière que nous observons. Il doit y avoir une autre source de cette asymétrie. L'axe du mal, en tant que manifestation d'une asymétrie fondamentale à l'échelle de l'univers tout entier, pourrait-il être lié à ce problème? Certains modèles théoriques proposent que le champ ou le mécanisme responsable de la création de l'axe du mal pourrait également avoir influencé la physique des particules dans l'univers primordial. Imaginez un champ d'énergie qui n'est pas uniforme, mais qui a une certaine pente ou direction. Ce champ pourrait avoir créé la symétrie dans la distribution de l'énergie, l'axe du mal, et en même temps avoir interagi différemment avec la matière et l'antimatière, créant ainsi l'excédent de matière nécessaire à notre existence. Dans ce scénario, les deux plus grandes asymétries connues de l'univers, l'une cosmologique, l'autre au niveau des particules, ne seraient pas des coïncidences,
mais les deux faces d'une même médaille, les conséquences d'une seule et même rupture de symétrie fondamentale au commencement des temps. Notre existence matérielle serait donc directement liée à la structure tordue de notre cosmos. L'axe du mal ne serait plus une simple curiosité académique, mais une condition nécessaire à notre présence ici, aujourd'hui, pour nous poser ces questions. La recherche d'une explication à l'axe du mal nous pousse à explorer les limites de la physique connue, notamment la quête d'une théorie de la gravité quantique. Actuellement, nous avons deux piliers de la physique moderne. D'un côté, la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravité et l'univers à grande échelle, de manière spectaculaire. De l'autre, la mécanique quantique, qui décrit le monde des particules à petite échelle, avec une précision tout aussi impressionnante. Le problème est que ces deux théories sont fondamentalement incompatibles. Elles parlent des langages mathématiques différents et reposent sur des principes contradictoires. Or, pour décrire l'univers, à ses tout premiers instants, juste après le Big Bang, lorsque l'univers était à la fois incroyablement dense, quantique, et soumise à une gravité extrême, relativiste, nous avons besoin d'une théorie qui unifie les deux, une théorie de la gravité quantique. C'est le saint Graal de la physique théorique. Des théories comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle sont des tentatives pour construire une telle description. L'axe du mal pourrait être notre première fenêtre observationnelle sur cette physique de la gravité quantique. Les conditions extrêmes du Big Bang sont impossibles à recréer en laboratoire. Mais l'univers lui-même a été le plus grand accélérateur de particules qui ait jamais existé. Le fond diffuse cosmologique est l'écran sur lequel les résultats de cette expérience ultime ont été projetés. Les anomalies comme l'axe du mal pourraient être des fossiles de l'ère de la gravité quantique. Par exemple, certaines versions de la théorie des cordes prédisent que l'espace-temps lui-même pourrait avoir une sorte de structure cristalline fondamentale à très petite échelle, ce qui pourrait violer l'isotropie parfaite. Cette structure primordiale aurait pu être étirée par l'inflation cosmique pour devenir visible sous la forme de l'axe du mal. De même, la gravité quantique à boucle suggère que l'espace n'est pas un continuum lisse, mais est composé de grains ou de boucles discrets. La dynamique de ces boucles avant le Big Bang aurait pu laisser une empreinte sur la structure de notre univers, créant une asymétrie. En étudiant précisément les caractéristiques de l'axe du mal et des autres anomalies, les cosmologistes espèrent donc pouvoir discriminer entre les différentes théories de la gravité quantique. L'asymétrie de l'univers pourrait être la clé qui nous permettra enfin d'unifier les deux grandes révolutions de la physique du XXe siècle et de comprendre les lois ultimes de la nature. Face à un mystère aussi profond et persistant, certains scientifiques adoptent une position plus pragmatique, voire plus radicale. Et si l'axe du mal n'était qu'une illusion statistique, c'est ce qu'on appelle l'argument du regarder ailleurs ou de la signification a posteriori. L'idée est la suivante. L'univers est immense et les données que nous collectons sont incroyablement riches et complexes. Si nous cherchons assez longtemps dans n'importe quel ensemble de données aléatoires, nous finirons toujours par trouver des motifs qui semblent improbables. C'est un peu comme regarder les nuages. Avec un peu d'imagination,
On peut y voir des visages, des animaux, des objets. Mais ces motifs n'ont aucune signification réelle, ce sont de pures coïncidences. De la même manière, l'alignement du quadrupôle et de l'octopôle, la coïncidence avec le plan de l'écliptique, le point froid, tout cela pourrait être un simple hasard statistique. L'univers a lancé les dés lors du Big Bang, et il se trouve que le résultat de ce lancer a produit une carte du ciel qui contient ces motifs particuliers. La probabilité était faible, mais pas nulle, et comme nous n'avons qu'un seul univers à observer, nous ne pouvons pas relancer les dés pour voir si nous obtenons un résultat différent. C'est l'hypothèse de la variance cosmique. Nous vivons dans une réalisation particulière du hasard, et cette réalisation contient, par pure chance, une structure qui nous intrigue. C'est une position difficile à réfuter, mais elle est aussi profondément insatisfaisante pour un scientifique. Elle revient à dire « c'est comme ça, il n'y a rien à expliquer ». La plupart des chercheurs pensent que lorsque plusieurs anomalies indépendantes pointent dans la même direction, des structures à grande échelle qui ne devraient ne pas être là, il est plus probable qu'il y ait une cause physique sous-jacente plutôt qu'une série de coïncidences extraordinaires. La science progresse en supposant que les phénomènes étranges ont des explications rationnelles. Abandonner cette quête serait un aveu d'échec. Cependant, l'argument de la signification a posteriori reste un garde-fou important. Il nous rappelle d'être prudents, de ne pas surinterpréter les données et de toujours quantifier rigoureusement la probabilité statistique de nos découvertes. Le débat entre nouvelle physique et hasard statistique est au cœur de la recherche sur l'axe du mal. Seules de nouvelles données, comme la cartographie de l'alignement des galaxies, pourront peut-être nous aider à trancher. La découverte de l'axe du mal est une histoire fascinante sur le plan scientifique, mais c'est aussi une histoire humaine. C'est l'histoire de la curiosité, de la persévérance et de l'honnêteté intellectuelle. Imaginez les scientifiques qui ont vu ces résultats pour la première fois. Ils ont passé des années à construire un satellite, à préparer des logiciels d'analyse, tout cela dans l'attente de confirmer une théorie élégante et bien établie. Et au lieu de cela, ils trouvent comme quelque chose qui contredit tout ce qu'ils pensaient savoir. La première réaction a dû être la peur d'avoir fait une erreur monumentale qui pourrait ruiner leur réputation. La tentation aurait pu être grande de cacher la poussière sous le tapis, de trouver un moyen de faire disparaître l'anomalie en ajustant les paramètres de l'analyse, en invoquant une source d'erreur inconnue. C'est une pression bien réelle dans le monde de la recherche. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont publié leurs résultats, avec toutes les vérifications et les incertitudes, et ont exposé l'anomalie au grand jour, invitant le reste de la communauté à l'examiner, à la critiquer, à essayer de la réfuter. C'est la méthode scientifique dans ce qu'elle a de plus noble. C'est un processus d'autocorrection, où les idées sont constamment mises à l'épreuve des faits, même si ces faits sont dérangeants. L'histoire de la confirmation par le satellite Planck est tout aussi révélatrice. Deux équipes concurrentes, avec des instruments différents, auraient même pu arriver à des conclusions différentes, menant à des années de controverses. Au lieu de cela, elles ont trouvé la même chose,
renforçant la validité de la découverte. C'est une belle démonstration de la robustesse de la méthode expérimentale. Cette histoire nous rappelle que la science n'est pas un ensemble de dogmes immuables, mais un processus dynamique de questionnement. Les théories ne sont pas des vérités révélées, mais des modèles, des approximations de la réalité qui sont valables jusqu'à ce qu'une nouvelle observation vienne les contredire et nous force à les améliorer. L'axe du mal est une de ces observations. C'est un grain de sable dans la machine bien huilée de la cosmologie, et c'est en étudiant ce grain de sable avec rigueur et ouverture d'esprit que nous avons la chance de construire une machine encore plus performante, une vision encore plus profonde et plus juste de l'univers. Reprenons notre voyage mental. Laissez votre esprit s'éloigner de la Terre, passer la Lune, traverser les orbites des planètes et quitter notre système solaire. Vous voyagez maintenant à travers la Voie lactée, un disque tourbillonnant de 100 milliards d'étoiles. Vous accélérez et les galaxies voisines deviennent visibles, d'abord comme des taches floues, puis comme des îles de lumière dans l'océan obscur de l'espace. Vous continuez, encore et encore, jusqu'à ce que les galaxies elles-mêmes ne soient plus que des points, formant une immense structure en forme de toile d'araignée, avec des filaments, des murs et de grands vides. C'est à cette échelle, l'échelle la plus grande que nous puissions concevoir, que l'axe du mal existe. Il n'est pas visible directement. Ce n'est pas une ligne tracée dans le ciel. C'est une propriété statistique subtile, une tendance globale. Comment cela représenter ? Imaginez que cette toile cosmique de galaxies a été tissée sur un métier à tisser légèrement incliné. Ou imaginez que l'univers, juste après sa naissance, n'était pas une soupe parfaitement calme, mais qu'elle contenait un courant lent et majestueux, comme un fleuve cosmique. Ce courant aurait orienté les premières petites fluctuations, les germes des futures structures, d'une manière préférentielle. Et cette orientation initiale se serait propagée à travers l'histoire cosmique, se manifestant aujourd'hui par l'alignement que nous observons dans le fond diffus cosmologique, et peut-être dans l'alignement des galaxies elles-mêmes. Ce n'est pas une force qui agit aujourd'hui, c'est une condition initiale, une mémoire de la naissance de l'univers. C'est comme trouver sur une plage des milliers de coquillages, tous orientés dans la même direction. Cela ne signifie pas qu'un vent souffle en ce moment, mais cela nous renseigne sur la direction de la marée qui les a déposés là, il y a peut-être des heures. De la même manière, l'axe du mal nous renseigne sur la marée primordiale qui a façonné notre cosmos. C'est une information d'une valeur inestimable, un indice direct sur les conditions physiques qui prévalaient lors de la première fraction de seconde de l'existence. Visualiser cela, c'est toucher du doigt l'histoire la plus ancienne qui soit, c'est sentir le pouls de l'univers naissant. L'une des implications les plus profondes de l'axe du mal concerne la notion d'inflation cosmique. L'inflation est une théorie qui postule que dans la toute première fraction de seconde, après le Big Bang, l'univers a connu une phase d'expansion exponentielle, hyper rapide. Il aurait grandi d'un facteur colossal, bien plus que pendant les 13,8 milliards d'années qui ont suivi. Cette théorie est extrêmement séduisante car elle résout d'un seul coup
plusieurs grands problèmes du modèle du Big Bang standard. Elle explique pourquoi l'univers est si grand, si plat et si uniforme à grande échelle. Elle explique aussi l'origine des fluctuations de température dans le fond diffus cosmologique. Ce seraient de minuscules fluctuations quantiques étirées à des échelles cosmiques par cette expansion fulgurante. Le modèle standard de l'inflation, dans sa forme la plus simple, prédit que ces fluctuations devraient être parfaitement aléatoires et statistiquement isotropes. Il ne devrait y avoir aucune direction privilégiée. Or, l'axe du mal contredit directement cette prédiction. Cela signifie-t-il que la théorie de l'inflation est fausse ? Pas nécessairement. Mais cela signifie probablement que le modèle le plus simple est incorrect. Les théoriciens ont donc développé des modèles d'inflation plus complexes pour tenter d'expliquer cette asymétrie. Par exemple, au lieu d'avoir un seul champ d'énergie, l'inflaton, qui pilote l'inflation, on pourrait en avoir plusieurs. L'interaction entre ces différents champs pourrait créer une directionnalité. Ou alors, le champ de l'inflaton lui-même pourrait avoir interagi avec un autre champ directeur préexistant. Une autre possibilité est que l'inflation n'a pas duré assez longtemps pour effacer toutes les anisotropies qui existaient avant elle. Dans ce cas, l'axe du mal serait une relique d'un état pré-inflationnaire, une fenêtre sur ce qui existait avant même cette expansion démesurée. C'est une idée passionnante, car le mur de l'inflation est généralement considéré comme une limite infranchissable à notre connaissance du passé. L'axe du mal pourrait être une fissure dans ce mur. Quelle que soit la bonne explication, l'axe du mal est un puissant outil pour contraindre les modèles d'inflation. Il nous fournit une information cruciale sur la physique qui était à l'œuvre à des niveaux d'énergie et à des échelles de temps qui nous sont totalement inaccessibles autrement. C'est un message codé venu des premiers instants de l'univers qui attend d'être déchiffré. Au-delà de la physique, le mystère de l'axe du mal a une résonance culturelle et philosophique. Le concept de symétrie a toujours été associé à la beauté, à la perfection, au divin, des flocons de neige aux visages humains, en passant par l'architecture des temples grecs, nous sommes instinctivement attirés par la symétrie. Nous l'avons projetée sur le cosmos, imaginant des sphères célestes parfaites et des lois universelles et élégantes. La physique moderne a renforcé cette idée. Les plus grandes découvertes du XXe siècle, de la relativité à la théorie quantique des champs, sont basées sur des principes de symétrie profonds. La symétrie n'est pas seulement esthétique, elle est un guide puissant pour découvrir les lois de la nature. Une théorie qui possède de belles symétries a plus de chances d'être correcte. L'axe du mal vient bousculer cette vision. Il nous présente un univers qui, à sa plus grande échelle, est imparfait, asymétrique. Il brise l'une des symétries les plus fondamentales, l'isotropie de l'espace. Cela peut être déstabilisant. Cela nous force à nous demander si notre quête de symétrie n'est pas un biais humain, une projection de nos propres désirs esthétiques sur une réalité qui est peut-être, fondamentalement, plus complexe et moins parfaite. D'un autre côté, comme nous l'avons déjà évoqué, c'est souvent la rupture de la symétrie qui est intéressante et créatrice. Dans un univers parfaitement symétrique et uniforme, il ne se passerait rien.
il n'y aurait pas de structure, pas de galaxie, pas de vie. Ce sont les petites imperfections initiales, les brisures de symétrie qui ont permis à la complexité d'émerger. La rupture de la symétrie entre matière et antimatière a permis à notre monde d'exister. La rupture de l'uniformité parfaite par de petites fluctuations de densité a permis aux galaxies de se former. Peut-être que l'axe du mal est une autre manifestation de ce principe créateur. Peut-être que la symétrie n'est pas un défaut, mais une caractéristique essentielle et fertile de notre cosmos. Cette perspective nous invite à changer notre regard. Au lieu de chercher une perfection statique et symétrique, nous pouvons apprendre à apprécier la beauté dynamique et complexe d'un univers en évolution. Un univers qui porte en lui les cicatrices de son histoire. Un univers qui n'est pas parfait, mais qui est vivant. Cette quête pour comprendre l'axe du mal est aussi une illustration parfaite de la manière dont la science avance par strates. Chaque nouvelle couche de connaissances s'appuyant sur la précédente, tout en la remettant parfois en question. Au départ, nous avions une vision simple, le Big Bang, une explosion uniforme créant un univers lisse. Puis, dans les années 60, la découverte du fond diffus cosmologique a confirmé cette idée générale d'un commencement chaud et dense. C'était la première grande strate. Ensuite, dans les années 90, le satellite COBE a découvert de minuscules fluctuations dans ce fond, les grumeaux primordiaux qui allaient donner naissance aux galaxies. C'était la deuxième strate. L'univers n'était pas parfaitement lisse, mais ses imperfections étaient aléatoires, confirmant le modèle de l'inflation. La troisième strate est arrivée avec BEV, M, AP et Planck au XXIe siècle. Ces instruments nous ont permis de voir que ces imperfections n'étaient pas si aléatoires que ça à grande échelle. Elles présentaient une structure, un alignement, une asymétrie. C'est comme si nous avions d'abord vu une plage de loin, la trouvant parfaitement plate. Puis, en nous approchant, nous avons vu les grains de sable individuels distribués au hasard. Et enfin, avec une loupe, nous avons remarqué que les vagues avaient laissé de subtiles ondulations, toutes orientées dans la même direction. Chaque nouvelle strate de connaissance ne détruit pas la précédente, mais l'affine, la complexifie. Le Big Bang a bien eu lieu. Le fond diffus cosmologique existe. Les fluctuations sont bien à l'origine des galaxies. Mais l'histoire est plus subtile. Il y a une structure sous-jacente que nous n'avions pas soupçonnée. C'est ainsi que la science progresse. Non pas par des réfutations brutales, mais par un enrichissement progressif de notre compréhension. La prochaine strate viendra peut-être des cartes de la distribution des galaxies ou d'un futur observatoire du fond diffus cosmologique, ou peut-être d'une percée en physique théorique. Personne ne sait ce que nous trouverons, mais nous savons que cette nouvelle couche de connaissances nous offrira une vision encore plus profonde et plus précise de notre histoire cosmique. Le mystère de l'axe du mal n'est pas un point final. C'est une invitation à continuer de creuser, à chercher la prochaine strate de la réalité. Alors que notre voyage à travers ce grand mystère touche à sa fin, prenons un moment pour contempler le chemin parcouru. Nous sommes partis d'une idée simple et réconfortante, celle d'un univers parfaitement symétrique et sans direction privilégiée. Nous avons voyagé jusqu'à l'aube des temps pour observer la première lumière,
l'écho du Big Bang. Et là, dans cette relique sacrée, nous avons trouvé une faille, un alignement inattendu, une structure à grande échelle que nos meilleures théories ne peuvent expliquer. Cet axe du mal a été confirmé par les instruments les plus précis que nous ayons jamais construits. Il nous a forcés à remettre en question nos certitudes, à explorer des idées audacieuses qui repoussent les frontières de l'imagination. Des univers en forme de donut, des collisions avec d'autres mondes, des échos d'un temps antérieur au Big Bang. Ce mystère se connecte à d'autres grandes énigmes de la physique. La nature de la flèche du temps, la disparition de l'antimatière, la quête d'une théorie de la gravité quantique. Il n'est pas une anomalie isolée, mais semble être la pointe d'un iceberg, la partie visible d'une nouvelle couche de la réalité physique que nous commençons à peine à entrevoir. Que cet axe soit le fruit d'un incroyable hasard statistique ou la signature d'une nouvelle physique, il nous a déjà beaucoup appris. Il nous a appris l'humilité, nous rappelant que l'univers est plus étrange et plus complexe que nous ne pouvons l'imaginer. Il nous a appris la rigueur de la méthode scientifique, cette danse prudente entre l'observation, la théorie et le doute. Et il nous a appris la beauté de l'inconnu, car c'est dans ces zones d'ombre, dans ces questions sans réponse, que réside le véritable moteur de la connaissance. Le mystère de l'axe du mal n'est pas une source d'angoisse, mais une source d'émerveillement. Il nous dit que l'exploration du cosmos est loin d'être terminée, qu'il reste de vastes continents de l'ignorance à cartographier. Il nous murmure que l'histoire de l'univers est encore en train de s'écrire et que nous avons le privilège d'en déchiffrer quelques lignes. En fin de compte, la question de la symétrie de l'univers nous ramène à nous-mêmes. Pourquoi cette question nous fascine-t-elle autant ? Pourquoi passons-nous autant de temps et de ressources à construire des satellites pour cartographier une faible lueur micro-ondes venue du fond des âges ? Je crois que la réponse est profondément ancrée dans notre nature. Nous sommes des êtres qui cherchent tôt du sens, des motifs, des histoires. Nous levons les yeux vers le ciel nocturne depuis la nuit des temps et nous y projetons nos mythes, nos peurs et nos espoirs. La cosmologie moderne est la continuation de cette quête ancestrale, mais avec de nouveaux outils, les mathématiques, la physique, l'observation rigoureuse. L'histoire de l'axe du mal est un mythe moderne. C'est une histoire de création, non pas avec des dieux et des titans, mais avec des champs quantiques et des multivers. C'est une histoire qui parle de l'ordre et du chaos, de la symétrie et de sa rupture. C'est une histoire qui, comme tous les grands mythes, nous interroge sur notre propre place dans le grand schéma des choses. Sommes-nous le fruit d'un hasard aveugle dans un univers sans direction ? Ou sommes-nous le produit d'un processus qui a une structure, une histoire, une asymétrie fondamentale qui a rendu notre existence possible ? La science ne pourra peut-être jamais répondre complètement à la question du pourquoi, mais en nous révélant le comment, en nous montrant la complexité et la beauté inattendue de la structure cosmique, elle enrichit notre capacité à nous émerveiller. Elle nous donne un récit de nos origines qui est, à sa manière, tout aussi poétique et puissant que les mythes anciens.
L'univers n'est pas une machine froide et indifférente. C'est un processus dynamique, historique, qui porte les marques de son passé. Et nous, en tant que fragments de cet univers devenu conscient, avons la capacité unique de lire cette histoire, de déchiffrer ses marques. L'axe du mal est l'un des chapitres les plus mystérieux de ce grand livre cosmique, et le simple fait de pouvoir le lire est une source de profonde gratitude et de sérénité. Visualisez une dernière fois cette immense sphère du fond diffus cosmologique. Elle nous entoure de toutes parts. Chaque point de cette sphère est un message qui a voyagé pendant 13,8 milliards d'années pour nous atteindre. C'est la lumière la plus ancienne, la plus pure, la plus chargée d'informations que nous recevrons jamais. Elle nous parle d'un temps où tout ce que nous connaissons était contenu dans un volume plus petit qu'un atome. Elle nous raconte l'histoire des premiers instants, de la naissance de l'espace et du temps. Pendant longtemps, nous avons pensé que ce message était simple, qu'il nous disait « tout est pareil partout ». Mais en l'écoutant plus attentivement, avec des oreilles plus sensibles, nous avons commencé à entendre une note plus complexe, une harmonie subtile, une mélodie qui a une direction, un thème. L'axe du mal est cette mélodie. C'est la signature musicale de la création. Nous ne comprenons pas encore la partition. Nous ne savons pas quel instrument l'a jouée, ni pourquoi elle a été composée de cette manière, mais nous pouvons l'entendre. Et cette écoute nous transforme. Elle nous connecte à l'histoire la plus fondamentale qui soit. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs de l'univers, mais que nous sommes le produit de son histoire complexe et asymétrique. La même histoire qui a aligné les premières fluctuations de température est celle qui a finalement conduit à la formation de notre galaxie, de notre Soleil et de la planète sur laquelle nous reposons en ce moment. Il y a une continuité ininterrompue entre cette asymétrie primordiale et notre propre existence. Nous sommes littéralement des enfants de cette asymétrie. Cette pensée peut être profondément apaisante. Nos vies, avec leurs propres asymétries, leurs propres imperfections, leurs propres directions inattendues, ne sont pas des anomalies dans un cosmos parfait. Elles sont le reflet, à notre humble échelle, de la nature même de l'univers. Un univers qui n'est pas statique, mais créatif. Un univers qui brise la symétrie pour donner naissance à la beauté et à la complexité. L'axe du mal n'est pas une erreur dans le code de l'univers. C'est peut-être sa ligne la plus poétique. Alors que nous nous préparons à conclure ce voyage, il est important de se rappeler que le mystère de l'axe du mal n'est pas une fin en soi, mais un commencement. C'est une porte qui s'est ouverte sur un paysage inconnu de la physique et de la cosmologie. Derrière cette porte se trouvent peut-être les réponses à certaines des questions les plus fondamentales que nous nous posons. Quelle est la nature de la gravité quantique? Existait-il quelque chose avant le Big Bang? Sommes-nous seuls dans le multivers? L'exploration de ce nouveau paysage ne se fera pas en un jour. Elle demandera des décennies de travail acharné, de nouvelles observations, de nouvelles idées théoriques. Il y aura des fausses pistes, des débats houleux, des moments de doute et des éclairs de génie.
c'est le rythme de la science. Mais chaque pas que nous ferons dans ce territoire inconnu nous rapprochera d'une compréhension plus complète de notre univers. Et même si nous ne trouvons jamais la réponse définitive, la quête elle-même aura de la valeur. Car c'est dans cette quête que nous exerçons ce qu'il y a de plus noble en nous. Notre curiosité, notre imagination, notre désir de comprendre. C'est une aventure collective qui transcende les générations et les nationalités. Une aventure qui nous unit dans notre contemplation du cosmos. Chaque scientifique qui analyse les données de Planck, chaque théoricien qui griffonne des équations sur un tableau noir, chaque étudiant qui apprend les bases de la cosmologie participe à cette grande exploration. Et nous aussi, en prenant le temps de réfléchir à ces mystères, en laissant notre esprit vagabonder parmi les étoiles, nous y participons, nous affirmons que la connaissance et l'émerveillement sont des valeurs importantes. Nous honorons cette impulsion humaine fondamentale qui nous pousse à regarder au-delà de l'horizon, à nous demander ce qui se trouve de l'autre côté. L'axe du mal est le nouvel horizon de la cosmologie, et l'aventure ne fait que commencer. La persistance de l'axe du mal dans nos données a aussi un impact sur la manière dont nous concevons le progrès scientifique. Nous avons souvent une vision linéaire de la science, une succession de découvertes qui s'empilent les unes sur les autres pour construire un édifice de connaissances de plus en plus solide. Mais parfois, la science progresse de manière différente, par la découverte d'anomalies qui fissurent l'édifice et nous obligent à repenser ses fondations. L'histoire des sciences est remplie de tels exemples. L'orbite anormale de Mercure ne pouvait pas être expliquée par la gravité de Newton et a finalement conduit à la révolution de la relativité générale d'Einstein. Le problème du rayonnement du corps noir a défié la physique classique et a donné naissance à la mécanique quantique. Ces anomalies n'étaient pas des erreurs, mais des indices. Des indices qu'il manquait quelque chose d'essentiel à notre compréhension du monde. L'axe du mal est peut-être l'anomalie de notre temps. C'est la fissure dans l'édifice de la cosmologie du XXIe siècle. Et si l'histoire est un guide, alors cette fissure n'est pas un signe de faiblesse, mais la promesse d'une future révolution. Elle nous dit que nous sommes peut-être au bord d'un changement de paradigme, d'une nouvelle façon de voir l'univers, qui sera aussi différente de notre vision actuelle que la vision d'Einstein l'était de celle de Newton. Nous vivons une époque passionnante. Nous sommes les témoins directs de la confrontation entre une théorie extraordinairement réussie et des données qui la défient. C'est dans cette tension que naissent les nouvelles idées. C'est un privilège d'assister à ce processus, de voir la science en action, non pas comme un ensemble de faits établis dans un manuel, mais comme un débat vivant, une enquête en cours. L'incertitude que génère l'axe du mal n'est pas une faiblesse, c'est le moteur même du progrès. Elle nous garde humbles, curieux et ouverts à la possibilité que la réalité soit bien plus surprenante que nous l'avions rêvé. Imaginons une dernière fois notre place dans cette grande histoire. Nous sommes sur une petite planète bleue, en orbite autour d'une étoile ordinaire, dans un bras spiral d'une galaxie parmi des milliards d'autres. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, notre horizon était limité par les montagnes ou l'océan.
Puis, nous avons compris que la Terre était ronde, qu'elle flottait dans l'espace. Notre horizon s'est élargi au système solaire, puis à la galaxie, puis à l'amas de galaxies locales. Aujourd'hui, grâce à des instruments comme Planck, notre horizon est le fond diffus cosmologique. Nous pouvons voir, littéralement, jusqu'aux confins de l'univers observable, jusqu'à la limite de ce que la lumière a eu le temps de nous apporter depuis le Big Bang. C'est une réussite intellectuelle et technologique absolument stupéfiante. Mais ce que cette vision nous révèle, ce n'est pas une réponse finale, mais une nouvelle question, plus profonde. En regardant jusqu'au bout de l'univers, nous avons découvert qu'il avait une structure, une direction, une asymétrie qui nous échappe. Notre horizon s'est élargi, mais le mystère s'est approfondi. C'est une leçon magnifique. Chaque fois que nous pensons avoir atteint une sorte de finalité dans notre compréhension, l'univers nous révèle une nouvelle couche de complexité, un nouveau défi à notre intelligence. Il y aura toujours un horizon au-delà de l'horizon. L'axe du mal est cet horizon. Il nous invite à poursuivre le voyage, à construire de nouveaux instruments, à imaginer de nouvelles théories. Il nous promet que l'aventure de la découverte n'est pas terminée. L'univers n'a pas encore livré tous ses secrets. Et tant qu'il y aura des mystères, il y aura en nous cette flamme de la curiosité, ce désir de comprendre qui est l'une des plus belles expressions de l'esprit humain. Le silence du cosmos n'est pas un silence vide. Il est rempli de questions qui attendent d'être posées et de réponses qui attendent d'être découvertes. Cette asymétrie cosmique a aussi une implication surprenante pour la recherche de vie extraterrestre. L'un des principes de base de cette recherche, souvent appelé le principe de médiocrité, est l'idée que notre position et nos conditions sont typiques. Si la vie est apparue ici, elle a dû apparaître dans d'innombrables autres endroits où les conditions sont similaires. L'univers devrait donc grouiller de vie. C'est la base du paradoxe de Fermi. Si la vie est si commune, où sont tous les extraterrestres? L'axe du mal, en remettant en question le principe cosmologique d'isotropie, pourrait aussi, indirectement, nous faire douter du principe de médiocrité. Si l'univers a une structure globale, s'il n'est pas le même partout, alors peut-être que les conditions qui permettent l'émergence de la vie ne sont pas si communes que ça. Peut-être que nous nous trouvons dans une région de l'univers qui est, pour une raison liée à cette asymétrie, particulièrement propice à la vie. Ce n'est pas un retour à l'idée que nous sommes au centre de l'univers, mais plutôt à l'idée que l'univers pourrait être patchwork, avec des zones plus fertiles que d'autres. Par exemple, si l'axe du mal est lié à une variation primordiale de certaines constantes physiques, il pourrait y avoir des régions de l'univers où la physique est légèrement différente, rendant la formation d'étoiles, stables ou de chimie complexe impossible. Dans ce scénario, nous ne vivrions pas dans un univers typique, mais dans un oasis au sein d'un paysage cosmique largement stérile. C'est une idée spéculative, mais elle offre une solution possible au paradoxe de Fermi. La rareté apparente de la vie ne serait pas due au fait que la vie est intrinsèquement rare, mais au fait que les bons endroits pour qu'elle apparaisse sont rares. Loin d'être une simple curiosité cosmologique, la symétrie de l'univers pourrait donc avoir des conséquences directes
sur l'une des questions les plus existentielles que nous nous posons. Sommes-nous seuls? Finalement, comment intégrer ce mystère dans notre vision du monde tout en nous préparant au sommeil? Peut-être en l'acceptant non pas comme un problème à résoudre, mais comme une caractéristique à contempler. L'univers n'est pas un puzzle avec une solution unique que nous devons trouver. C'est plutôt un poème ou une symphonie dont la beauté réside dans sa complexité, ses tensions et ses thèmes non résolus. L'axe du mal est l'un de ces thèmes. C'est une note dissonante dans l'harmonie apparente du cosmos, une note qui attire notre attention et nous invite à écouter plus profondément. Au lieu de nous sentir frustrés par le fait que nous n'avons pas la réponse, nous pouvons nous sentir privilégiés d'être ceux qui peuvent entendre cette note. Pendant des millénaires, l'humanité a regardé le même ciel, mais nous sommes la première génération à avoir les outils pour percevoir cette asymétrie subtile, cet écho de la création. C'est une source d'émerveillement. Laissez cette pensée vous accompagner alors que vous glissez vers le sommeil. L'univers dans lequel vous allez vous endormir n'est pas une toile de fond statique et ennuyeuse. C'est un lieu dynamique, avec une histoire, une structure, une personnalité. Il porte en lui les cicatrices de sa naissance, tumultueuse. Il est imparfait, asymétrique, et c'est précisément ce qui le rend si fascinant et si beau. En vous endormant, vous ne vous déconnectez pas de cet univers, vous en faites partie. Les atomes qui composent votre corps ont été forgés dans les étoiles, et ces étoiles se sont formées à partir des fluctuations primordiales que nous observons dans le fond diffus cosmologique. Vous êtes connecté de la manière la plus intime qui soit à cette grande histoire cosmique avec toutes ces asymétries et tous ces mystères. Alors respirez calmement, sentez cette connexion. L'univers n'est pas là-haut, loin de vous, il est en vous. Et le mystère de l'axe du mal n'est pas un problème étranger. C'est une partie de votre propre histoire, une partie du grand récit dont vous êtes un chapitre. Laissez cette pensée vous bercer et vous emporter dans un sommeil paisible et profond. Le débat autour de l'axe du mal illustre aussi une tension fascinante au sein de la physique théorique entre deux approches philosophiques, le naturel et le fine-tuning, ajustement fin. L'idée de naturel veut que les lois de la physique et les paramètres de l'univers ne devraient pas dépendre de coïncidences improbables. Une théorie est considérée comme naturelle si ses prédictions découlent logiquement de ses principes de base, sans avoir besoin d'ajuster finement ses paramètres pour qu'ils correspondent à l'observation. Le modèle standard de la cosmologie, avec son principe d'isotropie, est très naturel. Il postule une symétrie maximale, ce qui est une hypothèse simple et élégante. L'axe du mal, au contraire, semble exiger un ajustement fin. Si l'univers a une direction privilégiée, pourquoi cette direction? Pourquoi cet alignement particulier? Expliquer cela nécessite souvent d'introduire de nouveaux champs ou de nouvelles conditions initiales qui semblent sorties du chapeau. Cela déplaît à de nombreux physiciens. Cependant, nous savons par ailleurs que notre univers semble être finement ajusté pour permettre notre existence. Si la force de la gravité, la charge de l'électron ou la constante cosmologique étaient légèrement différentes, la vie telle que nous la connaissons
serait impossible. C'est le fameux problème de l'ajustement fin. L'explication la plus populaire à ce problème est le principe anthropique dans un contexte de multivers. Il existerait une multitude d'univers avec des lois physiques différentes, et nous vivons simplement, par définition, dans l'un de ceux qui permettent notre existence. L'axe du mal pourrait-il être une autre manifestation de cet ajustement fin qui trouverait sa solution dans une perspective de multivers? Peut-être que la plupart des univers bulles sont parfaitement isotropes, mais dans certains, des collisions ou des fluctuations rares créent une asymétrie. Et peut-être que cette asymétrie, pour une raison que nous ignorons encore, est une condition nécessaire à l'émergence d'observateurs conscients. Dans ce cas, le fait que nous observions un univers asymétrique ne serait pas une surprise, mais une nécessité logique. Nous ne pourrions pas observer autre chose. Cette ligne de pensée est controversée car elle est difficile à tester. Mais elle montre comment l'axe du mal nous force à nous confronter aux questions les plus profondes sur la nature de la réalité et la relation entre les lois de la physique et notre propre existence. Enfin, il est intéressant de noter que la science-fiction, ce grand laboratoire de l'imagination, a souvent exploré des idées d'univers non isotropes. Dans de nombreux récits, l'espace n'est pas une étendue vide et uniforme, mais possède des courants, des hyperroutes, des zones où les lois de la physique sont différentes. Ces idées étaient souvent considérées comme de pure fantaisie, des artifices narratifs pour permettre des voyages rapides ou créer des environnements exotiques. Mais la découverte de l'axe du mal nous montre que la réalité pourrait, d'une manière beaucoup plus subtile, rejoindre la fiction. L'univers a peut-être vraiment des courants, non pas pour des vaisseaux spatiaux, mais pour la distribution de la matière et de l'énergie à l'échelle cosmologique. Cela illustre un dialogue constant entre l'imagination et la découverte scientifique. L'imagination nous permet d'envisager des possibilités au-delà de nos théories actuelles. Elle nous prépare à être surpris. Et parfois, la science découvre des phénomènes qui semblent tout droit sortis d'un roman, nous forçant à élargir notre conception du possible. Qui sait quelles autres idées, aujourd'hui confinées au domaine de la science-fiction, se révéleront être des descriptions de la réalité de demain. La possibilité d'autres dimensions, de trous de verre, d'univers parallèles. Ces concepts qui nous font rêver sont aussi des sujets de recherche sérieux pour les physiciens théoriciens. L'axe du mal est une preuve tangible que l'univers est assez étrange et assez créatif pour nous surprendre constamment. Il nous encourage à garder l'esprit ouvert, à ne pas rejeter les idées simplement parce qu'elles semblent bizarres ou contre-intuitives. La nature a souvent plus d'imagination que nous. En nous endormant ce soir, nous pouvons laisser notre propre imagination voyager. Imaginez ce que cela signifierait de vivre dans un univers qui a une direction. Imaginez les autres mystères qui se cachent encore dans l'obscurité entre les étoiles. La science nous fournit les cartes des territoires connus, mais l'imagination est la boussole qui nous guide vers l'inconnu. Et l'axe du mal nous montre que la carte de l'univers est loin d'être complète. Il reste d'immenses territoires blancs à explorer, pleins de promesses et d'émerveillements. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons parcouru 13,8 milliards d'années depuis la première lueur de l'univers
jusqu'aux télescopes les plus sophistiqués de notre époque. Nous avons vu comment une idée simple et élégante, celle d'un cosmos parfaitement symétrique, a été mise à mal par une observation têtue, un alignement étrange, une direction privilégiée, un axe du mal gravé dans la mémoire de l'espace-temps. Ce n'est pas un monstre effrayant, mais une énigme fascinante. C'est la preuve que l'univers a une histoire plus complexe, plus riche et plus personnelle que nous ne l'avions imaginé. Il n'est pas une toile vierge et aléatoire, mais une œuvre d'art portant la signature de son créateur, le processus physique de sa propre naissance. Que cette signature soit la cicatrice d'une collision cosmique, l'écho d'un monde d'avant le nôtre, ou la manifestation d'une géométrie globale que nous ne comprenons pas encore, elle est là, et elle nous invite à l'humilité et à l'émerveillement. En fermant les yeux, sentez la quiétude de cette immensité. Vous êtes en sécurité, flottant dans un univers qui, malgré son immensité et ses mystères, a permis votre existence. La symétrie du cosmos n'est pas une menace. C'est peut-être la condition même de la complexité qui a mené jusqu'à vous. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. J'espère qu'il vous apportera un sommeil paisible, rempli de rêves cosmiques. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations relaxantes des mystères de la science. Aimez cette vidéo si elle vous a plu et partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir quelle est la pensée la plus apaisante que l'immensité de l'espace vous inspire. Maintenant, laissez toutes les questions s'éloigner. Laissez le silence et l'obscurité vous envelopper. Dormez bien.